Libération. Arrivée du président Mitterrand au Japon pour une visite officielle de 5 jours. Antenne 2 spécial Japon. Ce soir, l'image de marque du Japon. Les rendez-vous sociaux du Premier ministre, aujourd'hui les cadres, Force ouvrière et la CFTC. La crise des Malouines, l'espoir d'une solution diplomatique entretenue des deux côtés. Le président Reagan demande à l'Union soviétique de faire marche arrière et de ne plus aider l'Argentine. Rome, le procès des Brigades Rouges, assassins présumés d'Aldo Moro, ajourné. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président Mitterrand est donc arrivé cet après-midi au Japon pour la première visite officielle dans ce pays d'un chef de l'État français. Le début du voyage présidentiel et en toile de fond, l'image que le Japon présente de lui-même et vante à l'extérieur occuperont une bonne partie de ce journal. Avant de nous en aller donc au Japon et de revenir plus en détail sur l'essentiel de l'actualité de la journée, en voici les grandes lignes. Le Premier ministre Pierre Mauroy a poursuivi aujourd'hui ses discussions avec les partenaires sociaux, la CGC, Force ouvrière et en fin d'après-midi la CFTC. À l'usine Renault de Flins, la direction a levé les mesures de chômage technique qui frappaient 6 900 ouvriers. Aucune négociation n'est engagée pour le moment avec les syndicats. À l'étranger, le dossier le plus épineux reste celui des Malouines. Le secrétaire d'État américain Alexander Haig a rendu compte de sa mission de bons offices au président Reagan. Il pourrait retourner bientôt à Buenos Aires. Mais surtout, M. Reagan met directement en cause l'aide que l'Union soviétique apporte à l'Argentine et lui demande de faire marche arrière. À Londres, Mme Thatcher, qui avait convoqué aujourd'hui le Parlement britannique en séance extraordinaire, a réaffirmé que toute recherche d'une solution diplomatique serait vaine si l'Argentine tente de forcer le blocus naval britannique. Mais à Londres, comme à Buenos Aires, on continue d'insister sur les chances d'une solution négociée. Le monde musulman a largement suivi, surtout dans les pays du Golfe, l'appel à la grève de solidarité avec les Palestiniens des territoires occupés par Israël. 9 Palestiniens ont été blessés aujourd'hui au cours de nouvelles manifestations. Telles sont donc les grandes lignes de l'actualité ce soir, mais d'abord le Japon, où nous rejoignons une partie de la rédaction d'Antenne 2. Tokyo aux couleurs de la France. Depuis quelques jours, on a pavoisé de tricolore les grandes artères de la capitale. Les cafés à la française sont en pleine vogue. On se met à découvrir ou à redécouvrir le cinéma français. François Truffaut est arrivé. Également venus ici les chanteurs Yves Duteil et Daniel Balavoine. Des écrivains comme Claude Manseron et Jean-Pierre Faye donnent des conférences. Tout cela en raison bien sûr du séjour de François Mitterrand qui est arrivé cet après-midi à Narita. Philippe Sassier. Le président de la République est donc arrivé en début d'après-midi à Tokyo et s'est installé au palais d'Akasaka, surnommé pour la rigueur tout à fait classique de sa façade, le Versailles japonais. Mais le séjour officiel de M. Mitterrand ne commence réellement que demain avec la cérémonie d'accueil offerte par l'empereur du Japon, Hirohito. Pendant 4 jours, François Mitterrand ne va pas, passez-moi l'expression, chômer. Entretien politique, rendez-vous avec des industriels japonais, visite à la Cité nationale des sciences. 5 ministres accompagnent le président de la République. La présence de Jacques Delors et de Jacques Lang aux côtés de Claude Chesson indique tout à fait clairement que l'économie, comme la culture, font partie des bagages présidentiels, parmi lesquels la science et la technique, représentées par Jean-Pierre Chevènement, tiennent une large place. Les Japonais attendent avec curiosité ce président socialiste qui sait se montrer ferme avec l'Union soviétique, ce représentant d'un pays qui nationalise mais qui entend rester libéral, ce lettré européen qui veut soulever les couvercles des cornues où mijotent les techniques japonaises. Et à lire, ou plutôt à se faire traduire les journaux de Tokyo, on sent qu'une question brûle les lèvres des Japonais. Qui êtes-vous, Monsieur Mitterrand? Alors comment transformer ce véritable succès de curiosité en réussite politique? En dehors, bien sûr, du contexte historique, on peut comparer l'importance du voyage présidentiel au Japon à celle du voyage en Algérie. Dans les deux cas, il s'agit de renforcer, de nouer de nouvelles relations en dehors des contentieux commerciaux, et Dieu sait s'il y en a entre la France et le Japon. Mais justement, ce Japon sent actuellement un certain affaiblissement des États-Unis.
il voudrait diversifier sa politique étrangère, trop accaparée par celle de Washington. Il voudrait renforcer des liens avec des pays lointains et mal connus que sont les pays européens. C'est dans ce contexte que s'inscrit et qu'il faudra juger la visite ici de François Mitterrand. Ce soir, pour le dernier 20h de notre opération spéciale Japon, je vous propose une double image du Japon, l'image exportée et celle qui ne l'est pas. Cette dualité d'ailleurs tout à fait dans la tradition japonaise. Commençons par l'image exportée, la numéro 1, la plus connue. C'est celle qui sillonne depuis longtemps déjà nos routes et nos rues, c'est-à-dire la moto. Kawasaki, Suzuki, Honda, c'est ainsi que les jeunes générations ont pour la plupart appris à d'abord connaître le Japon. À l'origine, quelques grands capitaines d'industrie, desquels se détache la figure attachante d'un petit inventeur devenu gros, Honda, un portrait de Daniel Bilalian et Jean-Claude Delatremblay. Honda, c'est une voiture, une moto ou encore une tondeuse à gazon. J'ai rencontré les trois à la fois, Monsieur Honda, 76 ans, en promenade avec Madame comme tous les matins dans leur jardin de Tokyo. Au début et avant tout, un inventeur de génie plus qu'un homme d'affaires. Soichiro Honda, un gisement d'idées à l'état brut. Même au pied du lit, il dispose d'un bloc-notes. Et la nuit, je sais tout de suite s'il est sur le point d'inventer quelque chose. Il allume, écrit, se recouche, rallume, et puis parfois même, lorsqu'il n'a plus de papier dans son bloc-notes, eh bien il faut que je me lève et que j'aille lui en chercher. « 400 brevets déposés, c'est le bilan de la vie d'inventeur de Soichiro Honda. Cet ancien garagiste devenu industriel en ratant sa vocation de coureur automobile. J'ai construit cette voiture en 1927. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Est-ce que vous pouvez nous la décrire? J'y ai mis carrément un moteur d'avion. Pourquoi? Eh bien, pour parvenir enfin à triompher de la Bugatti qui me battait régulièrement en course. Je sais que vous avez rencontré en France un homme d'affaires qui s'appelle Marcel Dassault et qui vous ressemble beaucoup. Oui, c'est vrai. J'ai rencontré Marcel Dassault. Pour moi, c'est vraiment un homme extraordinaire. Il paraît que votre homme politique français préféré, c'est Napoléon. C'est mon père qui, le premier, m'a parlé de Napoléon. Il était militaire et l'admirait beaucoup. Moi, ce que j'apprécie dans Napoléon, c'est qu'il a toujours, mais vraiment toujours tenté l'impossible. Avec 44 usines dans 29 pays, 40 000 employés, Monsieur Honda a lui aussi réussi l'impossible. Ce matin, il prononce un discours devant les élèves d'une école technique d'entretien des voitures. Son discours résume sa pensée. En réparant une voiture, ne pensez pas seulement à la mécanique, mais aussi aux vies humaines que vous allez sauver. Ou encore, un diplôme ne vaut parfois pas plus qu'un ticket de cinéma. Monsieur Honda est le patron type japonais, qui explique très simplement la réussite de son pays. L'une des raisons essentielles de la suprématie japonaise, c'est la perte de la guerre. À l'époque, ce sont les jeunes, comme moi, qui sont passés à l'action. Et c'est notre efficacité qui a fait notre force. Je suis vieux aujourd'hui. Et avec le retrait des hommes de ma génération, je m'attends à une certaine forme de décadence du pays. Car les jeunes, forcément, n'ont pas les mêmes motivations que nous. Monsieur Honda pense à la voiture de demain. Pas différente de celle d'aujourd'hui, en apparence, mais entièrement électronique. Cette image souriante, c'est celle que veulent exporter les Japonais. Deuxième réussite personnalisée, elle aussi à l'étranger, Hanae Mori. Cette fois-ci, il s'agit d'une femme, et ici, c'est extrêmement rare, c'est la seule femme de la haute couture japonaise à Paris. Et c'est d'ailleurs en France qu'elle est venue chercher plus que la consécration, le label qui lui permet de vendre ici et de bien vendre. Ses robes s'appellent maintenant Hanae Mori Paris. Elle a pignon sur rue sur les deux artères les plus chics, ici l'endroit où tout le monde se montre, à Tokyo, et puis à Paris, avenue Montaigne. C'est d'ailleurs là que Patricia Charnelet a commencé son reportage.
La haute couture japonaise se crée et se fabrique à Paris. Cette jeune femme effectue un stage dans un atelier de l'avenue Montaigne, car c'est ici qu'est né le numéro 1 japonais de la haute couture, Hana Emori, du nom de sa créatrice. Un chiffre d'affaires de près de 2 milliards de francs. Il y a près de 30 ans qu'Hana Emori a fondé son premier studio de création, mais ce n'est qu'en 1977 qu'elle s'installe en France avec l'aide d'Henri Bergoer. En fait, je crois qu'il n'y a pas de consécration pour un couturier sans être admis par Paris, c'est-à-dire être reconnu par ses pairs et avoir sa maison de création, son studio, son équipe à Paris. Je crois que ça, c'est indispensable pour la notoriété internationale. Hana Emori à Tokyo, ambassadrice de la mode française comme elle l'est à Paris de la création japonaise. Issue d'une famille traditionnelle, elle a porté le kimono jusqu'à l'âge de 18 ans. Elle ignorait donc tout de la mode, mais déjà, elle voulait être artiste et cela contre la volonté de son père. Après des études de littérature, elle se marie et elle apprend très vite le stylisme. Elle deviendra alors la première styliste japonaise. Au Japon, son succès est exceptionnel, d'abord parce qu'elle est une femme. Elle explique elle-même que dans son pays, c'est plus difficile pour une femme que pour un homme de réussir. Difficile également d'acquérir des postes à haute responsabilité, car les femmes, dit-elle, ne sont pas au départ considérées comme les égales des hommes. Les raisons de son succès sont multiples. D'abord le talent, ensuite la santé et puis surtout le travail. Depuis l'ouverture de sa maison de haute couture à Paris il y a 5 ans, Hana Emori dit elle-même qu'elle n'a jamais pris de vacances. L'exemple est donc donné aujourd'hui pour toute une nouvelle génération de créateurs japonais qui viennent chercher à Paris le label haute qualité. Voilà pour l'image que le Japon aime à vendre de lui à l'étranger. Mais il en est une autre qui pour l'instant ne s'exporte pas. Un petit peu comme les Allemands après la dernière guerre, les Japonais ont en effet entrepris de fouiller dans leur passé le moins glorieux. Et cela donne un livre, ce livre, qui vient de paraître, un véritable best-seller, déjà 1 million d'exemplaires et sans doute bientôt un film. Son titre, Le détachement 731, les ripailles du démon. Son auteur, un romancier très populaire ici, un peu du style de Gérard de Villiers, qui tout d'un coup s'est lancé dans le document historique. Daniel Bilalian vous raconte l'histoire étonnante du détachement 731 pendant la dernière guerre. 1941, la guerre de conquête s'achève. Une guerre menée dans des conditions climatiques terribles qui déciment l'armée japonaise. L'état-major crée en Mandchourie un centre d'épuration des eaux. C'est sous cette couverture que fonctionnera le détachement 731, premier laboratoire d'études pour la fabrication de bombes bactériologiques porteuses d'épidémies. Seul témoignage, 5 photos du camp. Le commandant, le lieutenant Ishii, 1,80 m, un géant pour le Japon de l'époque, mort il y a 8 ans sans jamais avoir été inquiété. Ces formes blanches sont des cobayes humains, prisonniers russes, chinois. Les médecins leur ont inoculé la peste, la syphilis, avant de les abattre pour étudier leurs viscères. 2 soldats ont revêtu la combinaison blanche antibactérie. À leurs pieds, un flacon contenant les germes de la peste. Pour la première fois, un historien ose remuer un passé soigneusement enfoui. Je crois m'être engagé dans une vaste entreprise. Jusqu'à présent, il y avait un vide historique sur cette période. Toutes les archives présentaient le Japon comme victime de cette guerre. Cette fois, je le présente en tant qu'agresseur. C'est donc une prise de conscience. Comment se comportent les responsables encore en vie de cette action dans ce camp aujourd'hui? Les membres de la hiérarchie qui sont encore en vie n'ont eu aucun problème. Au contraire, pour eux, les honneurs et une situation sociale privilégiée.
Au 731, 3000 cobayes humains ont été assassinés en 4 ans au nom de la science. Celui par qui le scandale arrive s'apprête à récidiver en révélant qu'en 1947, les États-Unis ont acheté en secret les résultats des travaux du détachement 731. Pourquoi faire ? Je ne dispose pas de preuves formelles, mais de fortes présomptions comme quoi les techniques de guerre bactériologique menées en Corée ressemblent beaucoup à celles du bataillon 731. Des maladies inconnues jusqu'alors sont subitement apparues dans certaines régions. Donc sans doute un nouveau scandale à venir. Voilà pour ce journal, le dernier 20h de Tokyo. Vous avez encore un rendez-vous ce soir à 23h15 en direct de Tokyo et j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à Paris. Bonsoir. En France, le calendrier social remplit l'actualité, le carnet de rendez-vous du Premier ministre. Monsieur Mauroy poursuit en effet sa ronde des partenaires sociaux. Il a reçu ce matin les dirigeants de la CGC, un entretien utile selon Monsieur Menu, qui a fait part au Premier ministre des préoccupations des cadres, notamment en ce qui concerne la création de conseils d'ateliers dans les entreprises. La CFTC a été reçue en fin d'après-midi et les dirigeants de Force ouvrière ont déjeuné avec le Premier ministre. Discussion franche sur le fond des problèmes, a déclaré M. Bergeron, qui a fait part de ses préoccupations quant au déficit de la sécurité sociale dès cette année, déficit qui est nié par le gouvernement. Écoutez M. Bergeron. La sécurité sociale, les difficultés prévisibles seront en 1982 importantes, étant donné qu'on constate aujourd'hui une évolution de 23% des dépenses qui résultent des prescriptions des médecins. On constate une augmentation de 20% des frais d'hospitalisation, ce qui veut dire en clair, selon nos estimations, que le déficit prévisible de la sécurité sociale cette année se situera autour de 10 milliards, ce qui n'est naturellement pas rien. Alors, nous avons regardé tout cela et nous avons en tout cas indiqué au gouvernement qu'à notre avis, il convenait de préserver autant que faire se pourra la politique conventionnelle entre les médecins et la sécurité sociale. Monsieur Bergeron a aussi évoqué le problème de l'équilibre financier de l'assurance chômage. Le chiffre du jour, précisément, concerne le nombre de chômeurs indemnisés par l'UNEDIC en mars, 1 618 126, soit 2,5% de plus qu'en février, selon les chiffres provisoires. Autre statistique intéressante, le nombre de faillites d'entreprises continue de se tasser, 1476 le mois dernier, à peine plus qu'en février. Les résultats sont en retrait sensible par rapport à ceux du second semestre l'année dernière. À l'usine Renault de Flins, la direction a décidé ce matin de lever les mesures de chômage technique, mais l'entreprise continue de tourner au ralenti. Les négociations sur les revendications des OS pourraient commencer vendredi, à condition, selon la direction, que le fonctionnement de l'usine redevienne normal. Double première pour le bureau confédéral de la CGT qui s'est déplacé au grand complet en région Rhône-Alpes aujourd'hui pour une série de débats visant à préparer son 41e congrès. Pour la première fois aussi, les dirigeants de la CGT ont eu droit à une visite officielle, celle de l'entreprise Renault Véhicules Industriels à Vénissieux. Laurence Graffin. Ces visiteurs officiels des usines de RVI, on pourrait croire qu'il s'agit de clients de marque ou de personnalités étrangères, si leur visage n'était si familier aux Français. Pour vous situer par exemple sur les gros tracteurs routiers, on a gagné 25% de consommation depuis 8 ans. Mais cette visite a un sens. Ce sont les dirigeants de la plus grande centrale ouvrière française qui rappellent leur position d'interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics, particulièrement à travers une entreprise publique. Et ça continue. Mais ça se fait tous les jours par des petits pas, il n'y a pas de grands bons. Bien sûr. Je suis le secrétaire général de l'organisation syndicale qui est le principal partenaire social du gouvernement et par conséquent, dans une entreprise nationale de cette envergure, il est normal que nous soyons reçus au rang que nous occupons dans la vie sociale de notre pays. Vous dites que c'est normal, mais c'est quand même nouveau. Ce qui était anormal, c'est qu'auparavant, nous ne puissions pas le faire. Aujourd'hui, donc, c'est une normalisation de la situation qui s'est produite et nous sommes les premiers à nous en féliciter. Je vous fais observer qu'il n'y a aucune perturbation, aucun incident, tout se déroule tout à fait normalement.
L'atmosphère tournait presque à la kermesse. Pourtant, le changement avait des limites car la direction de RVI n'a pas autorisé les journalistes à suivre les dirigeants de la CGT dans l'usine, malgré les protestations du secrétaire général de la métallurgie. Alors que tout était convenu à l'avance, aujourd'hui, la presse se voit refuser l'entrée des ateliers. Mais enfin, écoutez, il faut que les Français voient un peu quels sont les types de production de... La direction arguait d'un problème de sécurité, tout en promettant aux journalistes une prochaine visite. Mais sans les dirigeants de la CGT, auxquels elle ouvrait sans doute ses portes, en tout cas pas sa publicité. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi améliorant le statut des conjoints d'artisans et de commerçants. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, a annoncé que la nouvelle loi électorale modifiant le mode de scrutin pour les municipales de 83 sera soumise au Parlement d'ici juillet prochain au plus tard. Les députés entament maintenant le débat sur la suppression des tribunaux militaires des forces armées. L'Inde, sur le point d'acheter à la France 40 avions de combat du type Mirage 2000, le montant du contrat est de 19 milliards de francs, assorti d'un transfert de technologie à l'Inde. La conclusion de l'accord n'a pas été confirmée officiellement encore à Paris. À l'étranger, le dossier le plus épineux reste celui des îles Malouines, qui risque de provoquer maintenant une confrontation, en tout cas verbale, entre les deux grands. En effet, le président Reagan a affirmé aujourd'hui que l'Union soviétique fournissait, grâce à ses satellites et à ses navires, des renseignements à l'Argentine sur les mouvements de la flotte britannique. Washington invite ouvertement l'URSS à ne pas compliquer la situation. Le secrétaire d'État Alexandre Haig a rendu compte au président Reagan de l'état des négociations qu'il a menées à Londres et à Buenos Aires, où il pourrait retourner bientôt. La question maintenant est de savoir si la marge de manœuvre diplomatique reste suffisante. De Washington, Édouard Leur. A laissé les milieux politiques américains quelque peu perplexes. Le fait aussi que le président Reagan n'ait pas souhaité voir Alexander Haig dès son arrivée, pour sans doute préférer que les choses se calment et entendre le compte-rendu du secrétaire d'État il y a à peine quelques heures, c'était ce matin. Jusqu'à présent, en tout cas, personne ici à Washington ne se hasarde à parler d'échec. La position américaine reste extrêmement prudente et étrangement optimiste. Cela dit, depuis ce matin, il semble que certaines informations tempèrent cet optimisme dans la mesure où la position de la Maison-Blanche pourrait bien devenir très inconfortable. On a effectivement demandé à l'Union soviétique de ne pas compliquer les choses, mais personne n'a démenti ici à Washington que la flotte britannique bénéficie d'une aide matérielle américaine. Ce qui pourrait bien remettre en cause très vite l'impartialité des États-Unis dans ce conflit et mettre un terme plus rapidement que prévu à la mission d'Alexander Haig. Pour la première fois depuis l'établissement du blocus naval britannique, 2 navires garde-côtes argentins ont traversé la zone sans difficulté. Pourtant, à Londres, devant le Parlement réuni en séance extraordinaire, le Premier ministre britannique, Mme Thatcher, a réaffirmé qu'il n'y aurait plus de négociations si l'Argentine tentait de forcer le blocus. À Londres, Bernard Rapp. C'était l'affluence des grands jours cet après-midi devant la Chambre des communes. Des Anglais de tous bords étaient venus assister à l'arrivée des députés convoqués pour cette session exceptionnelle, la 3e en 2 semaines du Parlement britannique. Une session très importante puisqu'elle intervient à un moment où les négociations sont au point mort après le semi-échec hier de la médiation américaine. Mais surtout, c'était l'occasion de connaître le fond de la position britannique au terme de 2 jours d'entretien particulièrement difficiles avec Alexander Haig et alors que le moindre incident sur le terrain peut être décisif. Sur ce point, Margaret Thatcher a été très claire, pas question de négocier tant que les Argentins n'auront pas évacué les Malouines, a-t-elle réaffirmé cet après-midi. Et pour y parvenir, tous les moyens sont bons. Mr. Speaker, diplomatic efforts are more likely to succeed if they are backed by military strength. We may not express our views in the same way as the masses gathered in Buenos Aires, but we feel them every bit as strongly. Importante sur le plan international, cette session extraordinaire convoquée à la demande de l'opposition travailliste aura aussi permis d'éclaircir la situation dans le domaine de la politique intérieure britannique. Ainsi, après l'hostilité des premiers jours de crise, on sait ce soir que Margaret Thatcher est assurée d'avoir le soutien de la très grande majorité des députés, que ces députés soient d'ailleurs aussi bien conservateurs que travaillistes.
Un soutien qui est toutefois assorti d'une condition, pour ce qui concerne les travaillistes, que le gouvernement continue de rechercher une solution diplomatique au conflit. La seule fausse note, en définitive, provient de l'aile la plus à gauche du Parti travailliste, qui accuse le gouvernement d'avoir pris le risque d'une guerre pour sauver l'honneur des hommes politiques. Ce reproche ne devrait toutefois pas entamer la détermination de Margaret Thatcher, qui en a vu bien d'autres ces derniers jours. La communauté européenne a décidé aujourd'hui de suspendre pendant 1 mois ses importations d'Argentine. Le principe de l'embargo qui illustre la solidarité avec la Grande-Bretagne avait été décidé samedi dernier. Encore des manifestations aujourd'hui en Cisjordanie. 9 Palestiniens ont été blessés. L'appel à la grève lancé par le roi d'Arabie Saoudite en signe de solidarité avec les Palestiniens des territoires occupés par Israël a été largement suivi dans le monde musulman, surtout dans les pays du Golfe. Tous les services officiels, la plupart des magasins étaient fermés aujourd'hui, les communications téléphoniques et les liaisons aériennes interrompues. L'affaire date de 4 ans et aujourd'hui à Rome, 54 hommes et femmes étaient en cage pour s'en expliquer. Le procès des ravisseurs et des assassins présumés d'Aldo Moro, l'ancien président de la démocratie chrétienne italienne qui avait été enlevé en mars 78 et assassiné 55 jours plus tard. Le procès s'est ouvert aujourd'hui dans un luxe de précaution extraordinaire. À peine ouvert, le procès a été ajourné dans un chaos indescriptible. De Rome, Victor Vramon. Le 16 mars 1978, il y a un peu plus de 4 ans, un commando des Brigades Rouges enlève le président de la démocratie chrétienne, Aldo Moro. Les 5 gardes du corps d'Aldo Moro sont abattus. C'est l'action terroriste la plus sanglante et la plus spectaculaire des Brigades Rouges. 55 jours plus tard, le corps d'Aldo Moro est déposé par les terroristes à mi-chemin entre le siège de la démocratie chrétienne et celui du Parti communiste italien. Il faut bien préciser qu'il ne s'agit pas seulement de juger et de condamner ceux qui ont enlevé et assassiné Aldo Moro. Il y a dans ce tribunal, protégé par 1500 policiers et carabiniers, les responsables de tous les attentats sanglants qui ont été organisés par les Brigades Rouges à Rome entre 1977 et 1981. Il y a eu 18 morts au cours de ces années terribles, des magistrats, des policiers et même des professeurs d'université, sans compter tous ceux qui ont été blessés par balles. Il y a en tout 63 accusés qui sont répartis dans 6 cages de verre à l'épreuve des balles. Il y a une cage spéciale pour ceux qu'on appelle les repentis, c'est-à-dire ces anciens terroristes qui se sont effondrés après avoir été arrêtés et qui ont tout raconté. Ce sont les repentis qui ont expliqué que c'est Mario Moretti qui a organisé l'enlèvement d'Aldo Moro et qui a interrogé le président de la démocratie chrétienne, prisonnier des Brigades Rouges. C'est Prospero Gallinari qui a tué Aldo Moro avec un pistolet mitrailleur, après lui avoir dit qu'on allait libérer. En fait, il y a là les terroristes les plus féroces et les plus endurcis qu'on ait jamais vus en Italie. Et puis il y a tous ceux, et ils sont nombreux, qui s'occupaient de l'intendance, des armes, des moyens de transport et des appartements qui servaient de base terroriste aux Brigades Rouges. En fait, et grâce aux confessions des repentis, c'est ce qu'on appelle la colonne romaine des Brigades Rouges qui a été démantelée. Il faut bien insister sur ce phénomène des terroristes repentis. Sur les 2000 terroristes qui se trouvent actuellement en prison, il y a quelques 300 repentis qui ont permis d'en finir peut-être définitivement avec le terrorisme en Italie. Maintenant, on peut se demander évidemment si ce procès spectaculaire pourra répondre à des questions aussi essentielles que celle-ci. Pourquoi a-t-on enlevé précisément Aldo Moro, qui a été le seul président de la démocratie chrétienne favorable à une collaboration avec les communistes? Est-ce qu'il y avait derrière ces faits sanglants une intention, un dessein politique, et surtout pour le compte de qui? Il y a un procès Moro, mais il y a surtout un mystère Moro. En France, à Albi, 9 personnes, dont le maire et 5 de ses adjoints, sont bloquées à l'hôtel de ville depuis 24 heures par plusieurs dizaines d'ouvriers. Les manifestants soutiennent le personnel d'une fonderie en liquidation de biens. Une brouille de taille et de talent dans la presse française. Rien ne va plus entre Jean-François Kahn, le directeur de la rédaction des Nouvelles littéraires, et Philippe Tesson, directeur de la publication et aussi directeur du Quotidien de Paris. Jean-François Kahn a décidé de démissionner pour ne plus se trouver, selon son expression, en antagonisme idéologique avec le Quotidien, dont la ligne politique divergeait de plus en plus de celle des Nouvelles littéraires. Le temps maintenant, Laurent Broumède.
Écoutez, Christine, l'anticyclone est toujours là. Alors le matin, c'est un peu un anticyclone d'hiver, froid, puis l'après-midi, l'anticyclone de printemps, sauf dans le sud-est du pays, où là, en revanche, les nuages arrivent, et continuent d'être là, avec une dépression méditerranéenne qui stagne et qui déborde un peu sur notre pays. La carte pour demain est d'une très grande clarté, d'une très grande simplicité, beaucoup de soleil dans de nombreuses régions, dans tout le nord du pays. Dans le sud-est, une tache de nuages, avec des vents de nord-est assez forts ou forts, des pluies, tout de même des pluies parfois orageuses. Dans la journée, ça s'améliorera sur les côtes méditerranéennes. Quelques éclaircies reviendront enfin. Du côté température, le matin, 0, -2, -4 degrés dans le nord, 0 à 2 degrés dans le sud et 5 à 6 degrés le matin de Perpignan à Nice. L'après-midi, les températures ne sont guère plus hautes qu'aujourd'hui. Peut-être en légère hausse progressivement demain. Vous voyez, 12, 13 degrés dans le nord, 14, 15 dans le sud, un peu plus sur les côtes méditerranéennes, même si ça met longtemps à remonter car le soleil n'est pas beaucoup là. C'est donc une température sous abri de fin d'après-midi. L'agenda pour terminer demain, eh bien, ce sera à Sainte-Paterne si je ne me trompe pas. Voilà. Et pour vous dire que vendredi, le temps s'améliorera un petit peu, un peu moins froid dans le nord-ouest et un peu moins nuageux dans le sud-est. N'oublions pas les pronostics de Pierre Bresse pour le quartet de demain à Auteuil. Le 9, le 4, le 15, le 3, le 13, le 14, le 17 et le 21. Vous les voyez maintenant sur votre écran. À 23h15, Hervé Claude et un dernier journal en direct du Japon. Demain, antenne de midi, largement consacrée à la crise des Malouines. Merci d'avoir suivi ce journal. À demain, 20h.